Les enzymes des catalyseurs chimiques. Mieux encore, catalyseurs biologiques. Quelle est la différence entre chimique et biologique? Eh bien, la bio, c'est ce qui est créé dans la vie. La bio, c'est la vie, en fait. Biologique, donc, c'est ce qui concerne le vivant. Donc, quand on dit des catalyseurs chimiques, catalyseurs biologiques, c'est pas tout à fait la même chose. Alors, le résultat peut être le même, mais ça veut dire que, au départ, en fait, un substrat va se transformer en produit. Et dans les deux cas, on peut avoir une catalyse, c'est-à-dire une réaction qui va pouvoir se faire d'une part, et après, on peut dire qu'il va se faire plus vite, et qu'il va se faire dans des conditions optimales. Alors pourquoi est-ce qu'on dit les enzymes catalyseurs biologiques? Eh bien parce que, en biologie, dans les cellules, il existe des protéines un petit peu spéciales qui ont un rôle fonctionnel, celui d'être des enzymes, et les enzymes vont pouvoir faire en sorte que un substrat va pouvoir se transformer en un produit. Un substrat peut se transformer en un produit. Alors quelquefois cela se fait spontanément, mais quelquefois il faut quelque chose, et ce quelque chose c'est une enzyme. Une enzyme c'est quoi? C'est une protéine, c'est-à-dire un assemblage d'acides aminés selon une structure primaire bien précise qui résulte de l'expression d'un gène bien précis. Autrement dit, quand on dit par exemple un gène, une protéine, alors maintenant on sait bien que ce n'est pas un gène, une protéine, on sait bien que c'est un gène et éventuellement plusieurs protéines possibles selon la spécialisation de la cellule. Bon, pour bien le comprendre, essayez de voir mes cours concernant la maturation des ARN, donc du pré-ARN ou des pré-ARN messagers, qui, après épissage, vont pouvoir donner plusieurs types d'ARN messagers qui vont pouvoir coder pour plusieurs protéines différentes. Bon. Donc une enzyme résulte de l'expression d'un gène bien particulier dans des conditions bien particulières. Alors tout cela peut se faire de manière tout à fait naturelle et logique, mais tout cela peut se faire également sous l'action de différents facteurs qui peuvent être des facteurs internes, des facteurs externes. Bon, donc là, essayons de voir en quoi les enzymes sont des catalyseurs biologiques. De très nombreuses réactions biochimiques se déroulent dans une cellule, c'est ce que l'on appelle le métabolisme cellulaire, et à l'échelle de l'organisme, évidemment, c'est le métabolisme avec un grand M. Le métabolisme, c'est l'ensemble de toutes les réactions chimiques qui ont lieu, ou qui a lieu plutôt, dans un organisme précis. Alors, la plupart d'entre elles nécessitent la présence d'une enzyme pour pouvoir se dérouler. Quand on dit la plupart d'entre elles, eh bien, on parle des réactions biochimiques. Alors maintenant, quelle est la différence entre biochimique et chimique? Si par exemple vous prenez un tube à essai, vous faites agir une substance avec une autre, ça peut être une réaction chimique comme ça peut être une réaction biochimique. Chimique, biochimique, ce sont des réactions qui ont lieu dans une cellule. Bon. Bio, ça veut dire vie, chimique, ça veut dire la chimie, c'est la science des réactions, des composants, des composés, etc. Bon, biochimique, ça veut dire que quelque chose, une réaction bien précise, va se produire dans une cellule. Alors, d'une façon générale, on dit un substrat va se transformer en un produit. Si par exemple on prend le cas de l'amylase salivaire, son rôle c'est de catalyser une réaction, donc c'est une enzyme, l'amylase salivaire. En général, quand les mots qui se terminent par ase, comme amylase, eh bien, en général ce sont des enzymes. Alors, donc l'amidon va pouvoir se transformer en une molécule beaucoup plus petite que l'on appelle le glucose, sous l'action d'un catalyseur biologique qui est une enzyme et qui dans ce cas-là sera l'amylase salivaire. Amylase salivaire parce qu'on la trouve dans la salive, entre autres. Alors, donc des réactions peuvent avoir lieu, mais seulement si certaines enzymes, ou une enzyme bien précise, est présente. Donc ça veut dire que l'ensemble des réactions biochimiques se fait, en général, grâce à l'action d'enzymes bien précises. Donc,
enzymes qui proviennent bien évidemment de l'expression d'autant de gènes. Pourquoi les enzymes sont-elles nécessaires à la réalisation des réactions biochimiques? Essayons de prendre un exemple de catalyse qui sera l'hydrolyse de l'amidon grâce à une enzyme que l'on appelle amylase. On rappelle juste que l'amidon est un polymère de glucose, c'est-à-dire une succession de molécules de glucose qui sont reliées entre elles dans les 3 dimensions. Donc ça forme un polymère de glucose que l'on appelle l'amidon. Pour être assimilé, l'amidon doit être transformé en molécules beaucoup plus petites contenant de moins en moins d'unités et finalement en glucose, qui est un glucide simple qui est absorbable par la muqueuse intestinale. Donc ça veut dire que si vous mangez de l'amidon, par exemple une pomme de terre, du pain, etc., eh bien dans la bouche, l'amylase va commencer à agir, elle va assurer son rôle d'enzyme biocatalytique. Ça veut dire que des petites molécules de glucose vont commencer à pouvoir se former. D'où l'espèce de goût sucré que l'on a dans la bouche lorsque l'on mâche du pain, par exemple. Et puis, arrivé donc dans l'estomac, puis dans l'intestin, eh bien la digestion de cet amidon, par exemple, va se poursuivre grâce à l'amylase ou à des amylases, à des enzymes qui vont se trouver dans l'estomac et dans l'intestin grêle. Et une fois que l'on aura ces molécules de glucose, eh bien, ce glucose va pouvoir traverser les villosités intestinales pour se retrouver dans le réseau sanguin. Donc le réseau sanguin qui existe au niveau des villosités sous forme de petits capillaires, donc qui vont entourer les villosités. Et donc à un moment donné, eh bien, ce glucose va se retrouver dans le sang, va pouvoir être réparti à l'ensemble des cellules. Et puis, l'oxydation du glucose produit de l'énergie. Donc, ça veut dire que les cellules vont pouvoir vivre grâce à l'oxydation de ce glucose. Donc, on parle de respiration cellulaire. Bon. La respiration cellulaire, c'est simplement l'oxydation du glucose par le dioxygène. Alors, cette simplification moléculaire s'appelle une hydrolyse. Elle se déroule en plusieurs étapes en présence d'enzymes produites par les cellules des glandes salivaires, des glandes pancréatiques également et des glandes intestinales. Donc on a dans le système digestif donc un ensemble de sucs digestifs qui vont contenir des enzymes. Alors il n'y a pas que des enzymes qui vont digérer les glucides. L'amidon est un glucide, le glucose est un glucide, ce sont des sucres. Il y a également des enzymes qui vont pouvoir digérer les protéines et également les lipides. Alors à noter que protéines et lipides ne commencent pas à être digérés dans la bouche, mais seulement dans l'estomac, puis dans l'intestin grêle. Alors donc la digestion de l'amidon, c'est notre exemple, la digestion de l'amidon par l'amylase, eh bien cette digestion se fait en plusieurs étapes. Donc l'hydrolyse va produire du glucose. Alors la digestion de l'amidon par l'amylase dans un premier temps va produire ce que l'on appelle des dextrines, où le nombre de molécules de glucose est supérieur à 5, puis ensuite du maltose, où le nombre de glucose reliés entre eux est de 2, et ensuite la molécule de glucose où n égale 1. Donc l'amidon possède bien plus que 100 molécules de glucose. Je répète, digestion par étape. Les dextrines sont obtenues, n supérieur à 5, donc n c'est le nombre de glucose. Maltose ensuite, quand la digestion se poursuit, et puis glucose enfin. Alors on peut s'amuser à faire une activité pratique pour déterminer dans quelles conditions l'amidon peut être hydrolysé. Plus particulièrement, on veut mettre en évidence le rôle joué par l'amylase, donc cette fameuse enzyme qui doit digérer l'amidon pour produire des dextrines, du maltose, puis enfin du glucose qui va pouvoir être assimilé par l'organisme, c'est-à-dire passer par les villosités puis être emporté vers chacune des cellules de l'organisme. Alors plus particulièrement, concernant cette hydrolyse de l'amidon, on veut mettre en évidence le rôle joué par l'amylase, donc c'est une des enzymes qui est contenue dans la salive et le suc pancréatique. Alors pour cela, on prépare 3 tubes et on les place dans différentes conditions. Le tube numéro 1, on met 10 ml d'empois d'amidon, donc ce sera notre amidon. L'empois d'amidon, c'est de l'amidon.
et on va ajouter 3 ml d'acide chlorhydrique et on va mettre à une température de 95 degrés Celsius. Alors pourquoi l'acide chlorhydrique? Parce qu'on va faire on va essayer de faire une catalyse chimique. Alors non pas biologique, mais chimique. Pourquoi chimique? Parce qu'on va comparer avec la catalyse biologique. D'où le tube numéro 2. On met, alors même quantité d'emploi d'amidon, c'est-à-dire 10 ml, et on ajoute 3 ml d'amylase, alors amylase salivaire par exemple. Et on met une température de 35 degrés. Vous voyez déjà qu'on a une différence de température, puisque pour l'acide chlorhydrique, on avait 95, et là on a 35. Pourquoi 35? Parce que le corps humain est à une température de 37 degrés à peu près, et 35, c'est une température raisonnable, au niveau de laquelle l'amylase salivaire va pouvoir jouer son rôle de biocatalyseur au niveau de l'emploi d'amidon. Et ensuite, tube numéro 3, on met 10 ml d'emploi d'amidon plus 3 ml d'eau à une température de 35 degrés Celsius, et ce sera notre tube témoin. Donc pour bien voir que dans les conditions hors enzyme ou hors catalyseur chimique, eh bien on n'aura pas de transformation de l'emploi d'amidon. Donc ce sera notre référence. Quand on met de l'eau, l'amidon reste de l'amidon. Si par exemple vous mettez une pomme de terre dans l'eau, vous avez beau attendre des jours et des jours, la pomme de terre restera toujours une pomme de terre. Par contre, si vous crachez dedans pour mettre de l'amylase salivaire, eh bien vous allez voir, selon la quantité d'amylase que vous mettez, que votre pomme de terre, tout doucement, va se digérer. Bon, j'anticipe un petit peu. Là, en fait, on va voir les résultats. Premier tube, acide chlorhydrique, emploi d'amidon. Deuxième tube, amylase, emploi d'amidon. Et troisième tube, eau et emploi d'amidon. On s'attend bien, je répète, à ce que dans le tube témoin, il ne se passe rien. On s'attend à ce que l'amylase et l'emploi d'amidon, donc l'amylase agisse sur l'emploi d'amidon pour catalyser la réaction de transformation de l'amidon en glucose, en passant par les étapes intermédiaires que sont les dextrines et le maltose. Et on s'attend à ce que l'acide chlorhydrique dégrade sans aucun doute l'emploi d'amidon. Bon, on va voir. Alors, donc on a préparé nos 3 tubes, et toutes les 3 minutes, on va prélever une goutte du contenu de chaque tube, et on va faire un test en ajoutant une goutte d'eau iodée. Pourquoi l'eau iodée? Parce que la présence éventuelle d'amidon est en effet mise en évidence par l'eau iodée qui colore l'amidon en bleu nuit. En présence de dextrine, on rappelle que dextrine c'est N supérieur à 5, donc N supérieur à 5 glucose, eh bien, en présence de dextrine, donc l'eau iodée prend une teinte plutôt brune. Donc voilà. Alors, donc on répète que on met de l'amidon, donc on a de l'amidon, on espère qu'il va se transformer en glucose ou autre molécule, mais en tout cas le terme final devrait être du glucose. C'est ce qu'on devrait mettre en évidence dans l'action de l'amylase salivaire sur l'emploi d'amidon, un peu comme si on mangeait des pommes de terre, du pain, du riz, des pâtes, etc. Alors, donc on a bien dit, attention, l'amidon et l'eau iodée vont réagir entre eux. Alors, en fait, on dit que l'eau iodée, c'est le réactif de l'amidon. Et l'eau iodée va colorer l'amidon en bleu nuit. Donc, bleu nuit, alors ça fait violet très très foncé, mais bleu très très foncé. Donc, ça veut dire que l'amidon serait présent. Donc, si par exemple on met une goutte d'eau iodée sur une pomme de terre, on l'épluche un petit peu, on met de l'eau iodée, et la coloration devient bleu nuit. Ça veut dire qu'il y a de l'amidon. Donc il n'y a pas encore de glucose. Donc là, on va voir. Alors, on se souvient que pour les dextrines, étape intermédiaire de digestion de l'amidon entre l'amidon lui-même et le glucose, eh bien, l'eau iodée est plutôt brune. Plutôt une coloration brune. Alors, on regarde les résultats. On a fait donc l'expérience sur 21 minutes. Donc, on a prélevé toutes les 3 minutes, une goutte de chacun des tubes, et voici les résultats. Pour le tube numéro 1, donc on a essayé une catalyse chimique avec l'acide chlorhydrique sur l'amidon. On s'aperçoit qu'à 0 minute, donc au temps T0, temps de référence T0, eh bien, la coloration, elle est bleu nuit. Donc ça veut dire qu'on a de l'amidon, il n'a pas été dégradé. Puis pour 3, 6 et 9 minutes, la coloration passe de bleu nuit à de plus en plus brune
pour, au bout de 12 minutes et au-delà, devenir complètement transparente. Donc ça veut dire qu'il n'y a plus d'amidon du tout au bout de 9 minutes, enfin non, plutôt au bout de 12 minutes, plus d'amidon. Donc ça veut dire qu'à 95 degrés, la catalyse pas biologique, attention, chimique a très très bien fonctionné. Donc, alors évidemment, on va se dire, si on veut digérer une pomme de terre, on ne va pas boire de l'acide chlorhydrique et mettre une température de 95 degrés, ce serait complètement... ça sort du bon sens. Et donc c'est bien pour prouver que in vitro, là, on peut faire une digestion chimique de l'amidon. Dans le tube numéro 2, l'expérience qui nous intéresse, eh bien, c'est de l'amidon avec de l'amylase. Alors, au temps T0, on a une coloration bleu nuit, puis la coloration devient de plus en plus brune jusqu'à 15 minutes. Donc ça veut dire que la digestion, la catalyse enzymatique de l'amidon qui donne du glucose se fait, et arrivé à 18 minutes, on n'a plus du tout d'amidon. Donc ça veut dire que l'amylase a bien digéré, c'est-à-dire biocatalysé, la réaction de l'amidon qui se transforme en glucose. Alors, donc, entre la coloration bleu nuit de ce tube 2 et la coloration transparente, eh bien, on a une coloration brune. Ça veut dire que de plus en plus brune, ça veut dire que, et de moins en moins bleu nuit, donc ça veut bien dire qu'on passe de l'amidon au dextrine, au maltose, puis au glucose. Donc, si bien qu'au bout de 18 minutes, il n'y a plus que du glucose. Donc, ça veut dire, on comprend bien que là, dans la bouche, lorsque l'on mange, lorsque l'on a de l'amidon dans la bouche, eh bien, l'amylase va bien commencer son rôle de digestion, donc de catalyse, de transformation de l'amidon en glucose, qui va se poursuivre tout doucement dans l'estomac, puis dans l'intestin, en sachant que le pancréas a également des amylases, et qu'arrivé dans l'intestin, eh bien, le pancréas déverse ces enzymes dans l'intestin. Et la digestion se poursuit si elle n'avait pas été terminée avant le lieu d'arrivée, là où il y a l'amylase pancréatique. Alors, ensuite, pour le tube numéro 3, on avait de l'emploi d'amidon, donc de l'amidon avec de l'eau. On s'attendait à ce qu'il ne se passe rien, et puis effectivement, sur les 25 minutes, sur les 21 minutes, toutes les 3 minutes, on a fait un prélèvement, et on a, dans tous les... donc dans les quatre alvéoles, on a 8 colorations bleu nuit. Donc ça veut dire que l'amidon est resté de l'amidon. Donc c'était le tube témoin. Donc par référence, on a bien vérifié que dans l'eau, rien ne se passe. L'amylase et l'acide chlorhydrique ont catalysé la réaction de transformation d'un substrat en un produit. Le substrat, c'est l'amidon. Le produit, alors le produit final, en tout cas, c'est le glucose. L'amylase salivaire a très bien joué son rôle que l'on comprend efficace au niveau du corps humain. Bon, voilà, donc là on a bien mis en évidence l'action d'une enzyme sur un substrat particulier. Essayons une deuxième expérience, c'est-à-dire le suivi continu d'une réaction catalysée par une enzyme. Suivi continu d'une réaction catalysée par une enzyme. Alors, là par exemple, on avait dans le cas précédent, toutes les 3 minutes, on faisait un prélèvement. Mais là, on ne va pas prélever toutes les 3 minutes, on va prélever régulièrement. On va essayer de comprendre l'évolution de la quantité de dioxygène produit au cours du temps dans une réaction un petit peu spéciale. Alors, essayons de comprendre. Nous allons faire donc la quantité de dioxygène dissous en milligrammes en fonction du temps. Pourquoi quantité de dioxygène dissous en fonction du temps? Eh bien, voilà le principe. Les peroxydases sont des enzymes qui sont présentes chez presque tous les êtres vivants. Tous les êtres vivants ont des peroxydases. Ces enzymes permettent de lutter contre le stress oxydatif en dégradant les peroxydes, qui sont des substances très toxiques qui sont dérivées de l'oxygène, produites par le métabolisme respiratoire. La catalase est un exemple. Alors, la catalase, par exemple, va catalyser la réaction de dégradation de ce peroxyde d'hydrogène qui est toxique pour l'organisme. Alors, la formule chimique du peroxyde d'hydrogène, c'est H2
O2. L'eau, c'est H2O. Alors, donc ce substrat sera le peroxyde d'hydrogène. Le produit final sera de l'eau et du dioxygène. Et au milieu, donc vous mettez une flèche au milieu et on va imaginer que la catalase va catalyser cette réaction, donc cette transformation de ce substrat en un produit. Donc ça veut dire que 2 H2O2, si la réaction se fait grâce à la catalase, eh bien, va donner 2 H2O plus une molécule de dioxygène. Alors cette réaction est peut-être très facilement étudiée et suivie expérimentalement par un dispositif Hexao qui va utiliser bien entendu une sonde dans ce cas-là à dioxygène. Donc ça veut dire par exemple on a une enceinte, imaginons on a une enceinte, on met H2O2, on met la catalase, c'est-à-dire l'enzyme, et puis on va suivre grâce à la sonde à dioxygène que l'on a mis dans l'enceinte, donc qui va recueillir entre autres le dioxygène, eh bien on va suivre l'évolution du dioxygène qui va nous permettre de comprendre l'évolution de la réaction en fonction du temps. Donc c'est pour cela qu'on mesure la quantité de dioxygène dissous dans l'eau, parce que cette sonde va relever ce dioxygène et bien montrer que la catalyse grâce à la catalase a été possible, c'est-à-dire que le peroxyde d'hydrogène s'est bien transformé en H2O plus de l'oxygène. Donc je répète que l'oxygène est révélateur du fait que la réaction a bien eu lieu. Alors, le protocole expérimental, il faut préparer un extrait enzymatique qui va contenir la catalase. Par exemple, on peut avoir des navets, des radis, donc un navet de radis ou de réfort. Alors, on introduit le substrat. Alors, c'est quoi le substrat? Eh bien, c'est le peroxyde d'hydrogène. Substrat, c'est le composé de départ, c'est la molécule de départ. Donc là, on aura bien H2O2, c'est-à-dire le peroxyde d'hydrogène. Donc, on introduit le substrat dans l'enceinte. On utilise une sonde à dioxygène et on va démarrer la mesure, c'est-à-dire on va démarrer l'expérience que l'on appelle l'expérience Hexao, donc expérience assistée par ordinateur. On introduit un certain temps, donc là par exemple ce sera au bout de 30, même 40 secondes, enfin 30 secondes en fait, on introduit 0,5 ml d'extrait enzymatique, c'est-à-dire de catalase enzymatique. Donc à travers donc les navets, le radis, le réfort, bon. Donc la catalase, on peut l'obtenir à partir d'un navet, à partir d'un radis ou à partir du réfort. Alors, donc, on introduit 0,5 ml d'extrait enzymatique au bout de 30 secondes à peu près. Alors, il faut penser à faire une mesure témoin, évidemment. Donc, ça veut dire que on prépare une enceinte, on met le substrat, donc le peroxyde d'hydrogène, mais on n'introduit pas à 30 secondes l'enzyme. Et dans l'expérience en elle-même, on introduit l'enzyme à 30 secondes. Alors, donc, on a dit qu'on a préparé un extrait enzymatique, on a introduit le substrat dans l'enceinte et on lance la mesure. Alors, évidemment, après avoir mis la sonde à dioxygène, et on lance la mesure. Alors là, il n'y a pas encore de catalase, donc ça veut dire que la quantité de dioxygène, alors si on se réfère à l'expérience témoin, la quantité de dioxygène est constante alors on fait l'expérience pendant 150 secondes. Voilà, donc la courbe part à un petit peu moins, on va dire 7 mg de dioxygène par litre, donc dissous, qui est dissous dans de l'eau. Eh bien, cette quantité, dans le tube témoin, attention, le tube où l'on ne met pas de catalase, mais on met bien le peroxyde d'hydrogène qui est le substrat, eh bien, cette quantité de dioxygène dissous reste à 7,5 mg par litre pendant les 150 secondes. Lorsque l'on introduit, dans l'expérience en elle-même, on introduit, donc on met le substrat dans l'enceinte, c'est-à-dire le peroxyde d'hydrogène, on met la sonde à dioxygène, mais on ne met pas encore l'enzyme, mais on démarre l'expérience.
Donc on a bien au départ toujours la même chose, à peu près 7,5 grammes, alors milligrammes de dioxygène par litre, et cette quantité reste stable jusqu'à 40 secondes. Mais là, on a introduit l'enzyme, donc la catalase, on l'a introduite à 30 secondes. Donc ça veut dire que jusqu'à 40 secondes, donc pendant 10 secondes en fait, entre 30 et 40, ça fait 10, 30 pour aller à 40, ça fait 10, il ne se passe rien, mais à 40, on s'aperçoit, et de manière très progressive, que la quantité de dioxygène augmente régulièrement pour atteindre pratiquement un palier à 150 secondes. Et cette quantité passe de 7,5 mg de dioxygène dissous à 20 mg de dioxygène dissous. Donc ça veut dire quoi? Si on exploite les résultats, on voit bien que puisque la quantité de dioxygène augmente, et puisque lorsqu'il n'y a pas de catalase, la quantité de dioxygène reste constante, et donc on comprend bien qu'en présence de catalase, puisqu'il y a la catalase dans l'expérience réelle, réelle entre guillemets, on a bien l'action de catalyse de la part de la catalase, c'est-à-dire qu'elle transforme bien le substrat H2O2 en deux produits H2O et O2, mais H2O on ne sait pas, mais on s'en doute. En tout cas, il y a du dioxygène qui a été libéré, et on a vraiment mesuré la quantité de dioxygène. On a bien vu que cette quantité augmentait en fonction du temps, et augmentait de manière régulière, mais atteignait un palier. Donc là, on pourrait se poser la question éventuellement, on comprend bien pourquoi, s'il y a une certaine quantité de peroxyde d'hydrogène, on met une certaine quantité de catalase, qui est une enzyme, c'est une protéine, n'oublions pas que c'est une protéine issue de l'expression d'un gène, donc c'est-à-dire un enchaînement d'acides aminés qui a pu se replier pour former 3 dimensions, enfin une molécule à 3D, en 3 dimensions. Donc, on s'aperçoit à un moment donné que la quantité de dioxygène augmente très nettement, mais atteint un palier. Alors on peut se poser la question, c'est un petit peu bizarre. Bon. Maintenant, troisième chose, les enzymes sont des catalyseurs indispensables à la vie cellulaire. Alors un catalyseur, c'est une substance qui augmente la vitesse d'une réaction chimique. Elle intervient dans son mécanisme, mais ne participe pas au bilan de la réaction. En fait, on avait bien dit qu'on a un substrat de départ, l'enzyme va agir, va biocatalyser la réaction, et on va obtenir un produit. Alors, en utilisant le même dispositif expérimental que dans le document précédent, donc dans le document numéro 2, c'est-à-dire le document qui montre, qui explique en fait comment, les résultats concernant la transformation chimique, biochimique, chimique on va dire, biochimique parce que la catalase est fabriquée dans le corps humain aussi, transformation de H2O2 en deux H2O et O2, donc en utilisant le même dispositif, on peut vérifier que l'enzyme peroxydase n'est pas consommée. Alors, c'est-à-dire qu'elle n'a pas disparu et elle reste même disponible. Ça veut dire que, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on a un substrat, on a l'enzyme. Et avant que le produit apparaisse, on va avoir une liaison du substrat avec l'enzyme. Donc, on a ES qui va se former. Puis, la réaction va se faire, puisque l'enzyme va biocatalyser la transformation du substrat en produit. Donc, je répète, on a le substrat, liaison du substrat avec l'enzyme. L'enzyme permet la catalyse de la réaction, c'est-à-dire le substrat va devenir un produit, mais l'enzyme reste encore fixée au produit. Puis l'enzyme est libérée, et l'enzyme étant libérée, et le produit étant libéré, l'enzyme devient disponible pour une autre fixation, donc pour une autre catalyse. Donc à nouveau, elle se fixe, cette enzyme, sur un substrat, SE, SP, alors P plus E. Ça veut dire que l'enzyme est libérée à chaque fois et elle peut resservir plusieurs fois. Donc c'est ce qui peut expliquer que la réaction, entre autres,
d'un biocatalyseur qui donc va augmenter, enfin cette enzyme va faire en sorte que la vitesse de réaction biochimique va augmenter et cette enzyme intervient dans le mécanisme mais elle ne participe pas au bilan de la réaction. Ça veut dire que le substrat donne bien un produit sous l'action de l'enzyme, mais l'enzyme elle-même reste l'enzyme. Voilà. Donc c'est ce que l'on peut comprendre. Donc les enzymes sont en général désignées par le suffixe ase, ASE, en complément du nom du substrat et ou de la réaction catalysée. Par exemple, l'amylase est une enzyme dont le substrat est l'amidon. L'hydrolase est une enzyme qui catalyse une réaction d'hydrolyse. L'ADN polymérase est une enzyme qui va accélérer la polymérisation de l'ADN. Bon voilà, donc ce qu'on peut dire avant de quitter ce cours, c'est qu'une enzyme, en fait, qui résulte de l'expression d'un certain gène, va avoir, donc, lorsque la traduction d'un ARN messager est possible, elle va avoir tout d'abord tendance à former une structure primaire, mais dû au fait que les acides aminés ont des fonctions particulières, acides, hydrophobes, basiques, etc., eh bien, cette structure primaire va se transformer en une structure tertiaire. Et cette structure tertiaire va posséder quelque part au niveau de cette structure, donc des espèces d'endroits. On va parler de sites de fixation et de sites catalytiques. Ça veut dire que, par exemple, si on prend une enzyme E, elle possède un site, donc l'amylase ou toute autre enzyme, elle possède un site de fixation du substrat. Donc on va comprendre que l'enzyme et le substrat vont se fixer, vont se lier entre eux de manière provisoire grâce au site de fixation. Puis ensuite, l'enzyme possède également un site catalytique. Ça veut dire que le substrat va se transformer en produit toujours lorsque l'enzyme est fixée au substrat, et lorsque le produit est formé, eh bien, on aura la liaison enzyme produit grâce au site de fixation, et le site catalytique aura bien fait la réaction de transformation du substrat en un produit. Et puis ensuite, l'enzyme va être libérée. Ça veut dire qu'au niveau du site, le site de fixation va libérer en quelque sorte le produit, et l'enzyme va être libérée également. Et de ce fait-là, l'enzyme va pouvoir être utilisée pour une autre réaction de transformation du substrat en un produit. Voilà, donc nous avons répondu au problème pourquoi les enzymes sont-elles nécessaires à la réalisation des réactions biochimiques. Les enzymes sont des biocatalyseurs, sont des catalyseurs biologiques, on peut dire également biocatalyseurs. Elles interviennent dans toutes les réactions biochimiques, du moins une très très grande partie. Et ces enzymes sont des séquences d'acides aminés, d'abord qui forment une structure primaire, puis une structure tertiaire. Ces enzymes proviennent de l'expression d'un gène, donc suite à la transcription qui a donné un précurseur ARN messager qui lui-même subit une maturation sous forme d'épissage avec élimination d'introns et regroupement de certains exons, va donner un ARN messager bien particulier qui va subir la traduction et grâce à un code génétique de codon en codon, on va avoir une transformation, une équivalence pour permettre la biosynthèse de la protéine qui est le phénotype qui est le phénotype moléculaire. Et à noter que l'ARN messager est aussi un phénotype moléculaire. Bon voilà, le cours est terminé. Merci.